Réincarné en Louis XVI, je veux arrêter la Révolution française de toutes mes forces et vivre heureux avec Marie-Antoinette. Ça, c'est un vrai titre de manga sur un puceau de 30 ans aspiré dans un jeu vidéo. C'est certes très bizarre, mais ce n'est pas une exception. Ryoma arrive, parle d'un samouraï légendaire assassiné, puis réincarné en pleine révolution pour motiver Napoléon Bonaparte à devenir empereur. De nombreux mangakas sont fascinés par notre culture et bien souvent, ils empilent les clichés. George de Sand dans Gundam, Gallia dans Strike Witch ou la remontée des Champs-Élysées à cheval dans Olive et Tom. Et c'est rien à côté de ces animés what the fuck sur la France. Vous connaissez la tulipe noire? En résumé, Alain Delon se prend pour Zoro en pleine Révolution française. C'est culte, dans le top 10 des diffusions télé sur ces 60 dernières années. Et il y a un animé, L'étoile de la Seine. Entraînée à l'épée, la sœur cachée de Marie-Antoinette rejoint le justicier masqué pour protéger le peuple opprimé en portant ce costume. Bon, ok, 75, mais y a rien qui va là. C'est plutôt classique pour l'époque, autant ses designs que ses personnages, et ses thématiques aussi, suffit de comparer son véritable modèle. On y reviendra plus tard. Retenez juste que le Japon a une longue histoire d'adaptation de nos classiques, de Belle et Sébastien jusqu'à Madame de Bovary, puisqu'il voit en nous un pays d'art et de littérature. Le film Toute pour une a essuyé un énorme bide, 14 000 entrées en 3 semaines, 150 fois moins que l'adaptation de 2023, et s'il a fait parler, c'est pour un choix, faire des mousquetaires des femmes, ce que le Japon s'est permis de faire en 1987. Bon, seule Aramis s'y est féminisée sans rien noter à ses qualités de combattante, ça a beaucoup plu, et elle était même tellement populaire qu'elle a eu droit à son propre film centré sur sa vengeance pour son amour perdu. Les designs vous semblent sans doute familiers, et après tout c'est normal car ils sont signés par l'auteur de Lupin the Third. Inspiré librement d'Arsène Lupin, sa 5e partie remet notre pays à l'honneur, jusqu'à son générique que vous entendez en ce moment, dont les sonorités sont très françaises. Verre de vin à la main, ils affrontent la gendarmerie et même la DGSI. Ça empile les clichés dans l'ending, mais même dans la série en fait. Notez-le, il y a des tags dans les rues, il y a des déchets, et vous verrez, ça a son importance. La série a commencé en 1971, réalisée par un certain Miyazaki, qui 3 ans plus tard rejoindra un autre projet, World Masterpiece Theater, commandé par Fuji TV pour adapter des classiques comme Tom Sawyer ou encore Princesse Sarah. Lui participe à Heidi qui est suisse, et pour les Français, on aura Rémi sans famille et même un autre roman du même auteur, Histoire de Perrine. Sauf que t'oublies de dire que la version de Fuji TV, c'est pas celle que tout le monde connaît. C'est celle de 77 dirigée par un réalisateur star, avec un gros budget. Non, le Rémi de 96 n'est jamais sorti en France, et comporte d'énormes différences. Déjà, le héros est une héroïne. C'est moins beau, moins effrayant, et non seulement le singe survit, mais toute la deuxième partie est inédite. Ça stagne, ça tourne en rond et ça bide, enterrant le projet. Ils ont tenté un retour en 2007 avec Les Misérables, assez moyen sur bien des aspects, et ça n'a pas pris. D'ailleurs, si vous voulez une bonne adaptation moderne de Victor Hugo, Les Misérables de 2013, très fidèle, dessins splendides, et ses designs, Valjean est presque aussi beau qu'Eren. Les adaptations de classiques cachent une face plus sombre, comme cette réinterprétation du conte de Monte Cristo au 51e siècle. Assez unique par bien des aspects, à commencer par son style visuel. Ou le très expérimental Belladonna. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, ce film de 73 est adapté d'un essai historique, La Sorcière. Une charge anticléricale retranscrit à l'écran avec brutalité. Hypnotique, perturbant, violent, dérangeant et 18+, donc âme sensible s'abstenir. Merci de plomber l'ambiance, mais t'as quand même raison, c'est hyper intéressant visuellement, avec beaucoup de références très appuyées au tableau européen. Ils sont souvent représentés en manga, avec quelques-uns qui en ont même fait leur sujet, notamment des visites du Louvre, et parfois commissionnés par le musée même, ici notamment avec des personnages de JoJo's Bizarre Adventure. Nodame Cantabile, lui, nous conte une romance entre musiciens, qui met en lumière les œuvres de nos plus grands compositeurs. Dès la 2e saison, c'en est fini avec le Japon, le jeune couple part étudier à Paris. Cuisine, mode et monuments historiques sont au menu dans cette vision idéalisée d'un pays d'architecture et de savoir-vivre. J'en ai assez des clichés sur la France. On n'aurait pas moyen de changer d'air rapidement? Alors, à moins d'ouvrir la fenêtre, non, mais sur internet, tu peux te localiser d'un peu partout dans le monde grâce à CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. Et le tout sans risque, puisque le petit fantôme enfile son meilleur masque pour protéger vos données personnelles des pirates. En modifiant votre géolocalisation, il sécurise vos connexions, même sur les Wi-Fi publics. C'est aussi ce qui permet d'accéder à plus de contenu sur Netflix, non? Oui,
Et Disney+, Amazon Prime, ça permet aussi d'avoir des prix plus bas sur les hôtels. En te localisant sur ton lieu de vacances, les sites te prennent pour un local. Je vois qu'il y a plus de 100 pays disponibles, de quoi partir où on veut. CyberGhost permet de sécuriser 7 appareils à la fois du PC au téléphone. Ah, puis en passant par le lien dans la description, c'est vraiment pas cher. 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, avec 4 mois offerts. Plus de 38 millions d'utilisateurs ont passé le pas et laissé une excellente note sur Trustpilot. Tu as oublié leur garantie satisfait ou remboursée de 45 jours au cas où leurs services ne te conviennent pas. Avec CyberGhost, naviguez sans crainte. Voici une campagne promotionnelle pour attirer les touristes japonais. Ils sont près d'1 million chaque année, souvent victimes du malheureusement célèbre syndrome de Paris. En même temps, vu ce qu'on leur promet dans les animés, regardez dans Pretty Cure, série de Magical Girl populaire en plus de 20 saisons et 30 films, dont celui-ci. Les méchants perchés sur la tour Eiffel sous la pleine lune, est-ce qu'on peut faire plus de clichés? Ah ouais. Monument policier marchand souriant, toit en zinc impeccable, rue propre et vide, la scène qui scintille, un pari de carte postale. Et c'est niais. On vous avait prévenu, déchets et tags sont assez rares. Et cette image-là n'a rien de récent, on la retrouve même courant 1970 avec Mon chéri Coco, l'histoire d'une jeune fille qui veut réussir dans la mode, forcément donc ce sera chez nous, ou encore dans Noir, début 2000. Un excellent animé sur des tueuses à gages, beaucoup plus sombre, et image d'Épinal. C'est quoi ce placement de l'Arc de Triomphe? Ah, ils prennent des libertés, et surtout quand ils remodèlent leur monument préféré, le Paris du 19e avec sa tour Eiffel flambant neuve, comme dans les mémoires de Vanitas qui nous en offre une vision très idéalisée, pleine de petites étoiles et de pétales avec des soubrettes vampires et du steampunk. Bon alors j'ai pas vraiment vu ça en passant par Paris, mais le tout se veut finalement assez fidèle, suffisamment pour que des fans puissent retrouver les véritables lieux utilisés. Cette inspiration ne se limite pas qu'à la capitale, toute la France y a droit. Miyazaki a repris notre architecture et nos jardins pour Cagliostro, adaptation libre de Lupin, ou le château ambulant. Et là, c'est Colmar. Parmi les plus populaires, on retrouve même le Mont Saint-Michel. Pretty Cure dont on parlait avant se termine juste ici. Mais n'oublions pas que si la France est bien belle, en France il y a aussi nous, les Français. Hors des fresques historiques, on a trouvé quelques histoires dont nous sommes les héros, et on est visiblement tous des beaux gosses, apprentis romanciers, critiques culinaires, chefs étoilés en devenir... Et magiciens à nos heures perdues dans Myria et Marie, un manga Disney. Oui, ça existe. Marie des Aristochats transporte une gamine en 1910 pour découvrir les secrets de nos sortilèges et de nos pâtisseries. Alors c'est plus intéressant quand il confronte nos deux cultures. Par exemple dans La Lanterne de Nyx, où une jeune japonaise use de son don de clairvoyance pour découvrir notre pays, ou dans Un pigeon à Paris, où la mangaka raconte ses déboires et ses quiproquos en cascade. Pour un choc culturel plus fort, La Croisée dans un labyrinthe étranger. Tranche de vie d'une adolescente nippone qui débarque dans un Paris du 19e siècle soigneusement reproduit. Vous voyez, ils adorent le 19e, et c'est même pas leur période favorite dans un pays d'histoire. Saviez-vous que Jeanne d'Arc était une Magical Girl? Dans un spin-off de la série Madoka Magica, elle dirige une escouade entière. Faut au moins ça, pour affronter la perfide Albion. Et malgré tout, elle n'échappe pas au bûcher. Pas grave, elle se réincarne dans Jeanne de la Cambriole. Encore une Magical Girl, mais à notre époque. Elle y vole des œuvres d'art pour en bannir les démons. Elle est surtout dans Fate. Vous l'aurez compris, Jeanne d'Arc est l'une des figures historiques préférées des mangaka. Depuis plus de 50 ans, ils illustrent sa vie. Certains lui restent fidèles, d'autres flirtent avec le fantastique, dont cet animateur réputé du studio Ghibli. Quelques-uns réécrivent l'histoire, comme Yuei Pierre sur un mercenaire qui l'a sauvé du bûcher, puis a fini ses jours avec elle. Attention, c'est un peu violent avec quelques scènes 18+. On retrouve aussi le très artistique Jeanne, qui suit Émile, jeune fille élevée comme un homme, marchant dans les pas de la pucelle pour sauver la France. C'est en couleur, matez-moi le boulot qu'on retrouve dans chaque page. Et il y a ceux qui font vraiment n'importe quoi. Ulysse, Jeanne d'Arc et le chevalier alchimiste. Montmorency, apprenti chevalier, a reçu en héritage la pierre philosophale. Ramenée par ses ancêtres templiers, c'était le but secret de la croisade. S'il la mange, il devient un Ulysse, comme Jésus ou Clovis. Mais pour y survivre, il a besoin d'un élixir. 7 ans enfermé pour le créer et...
échec. Il part donc chez les fées, où il rencontre une gamine qu'elle élève, Jeanne, qui rêve d'avoir une grosse poitrine. Allez, c'est bon, vous avez compris, fantaisie cliché japonaise.mp4, avec le héros aux cheveux noirs, sa meuf plate psycho finie, un harem complet, mais c'est en France. Et vous voulez le plus perturbant? Les cours de langue en fin d'épisode. Fait que j'ai aussi une grosse poitrine. On va laisser les animés de Dégène là où ils sont, car au-delà de Jeanne, la guerre de 100 ans est une bonne toile de fond. Chevalière nous racontant ainsi l'histoire de Loli en armure, donc Maria nous raconte l'histoire d'une sorcière, il y a de l'action, du surnaturel, de la comédie, c'est plutôt beau, et si elle perd sa virginité, sa magie lui est retirée. Bon allez poubelle, on va passer à une autre obsession des japonais, déjà évoquée avec l'étoile de la Seine, Marie-Antoinette. Ça va franchement loin, on retrouve un manga biographique sur sa couturière, et comme on parle d'une reine française tragique, forcément les japonais sont très respectueux. Condamnée à mort, Power Antoinette arrête la guillotine à main nue, avant de révéler son art martial de cour, pour latter tous les gardes. À la vue de ses magnifiques muscles, les survivants rendent les armes, marquant le début de sa contre-révolution. Et j'ai mieux dans Versailles of the Dead. Alors qu'elle se rendait à son mariage, la jeune femme est bouffée par des zombies sur ordre du harem de sa rivale. Oui, vous ne le savez pas, hein, car son frère jumeau a pris sa place, devenu reine pour combattre les morts-vivants en secret. Ce qui attire les anges. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Sinon, Hungry Marie par le papa de Belzébub. Et c'est tout aussi con, hein. Espérant séduire son crush, un garçon accepte d'être sacrifié pour ressusciter la fille de Marie-Antoinette. Mais ça foire, il se retrouve avec le corps de la princesse et la princesse avec son corps. Les deux changeant de place dès qu'elle a faim. Bon allez, un dernier, plus adulte celui-ci, le martyr d'Alpha Oméga de Versailles. On y suit une jeune femme qui attire les autres avec ses phénomènes, séduit Louis XVI, puis rencontre Marie-Antoinette qui est... bon, un homme, bah écoute, hein, pourquoi pas, hein. Bon alors ok, ça vous paraît chelou, mais c'est un univers de fiction comme un autre, l'Omégaverse. Une réalité alternative avec des rapports de domination différents. Très présent en fanfiction, parce que c'est pratique pour les romances, ou alors pour twister un contexte bien connu par le public. Et justement, tout ce qui entoure la Révolution, donc figures tragiques, intrigues de cour, vengeance, triangle amoureux, les Japonais, ils adorent. Et j'ai encore du très sombre. Innocent, centré sur l'héritier de la famille des bourreaux de Paris, ayant officié 40 ans, d'abord pour le roi, puis pour la Révolution, avec plus de 2500 victimes, de Louis XVI à Robespierre. Le manga suit les tourments intérieurs de cet homme qui avait la mort en dégoût, ses premières exécutions ratées, ses tortures physiques et morales pour s'endurcir, et une érotisation volontairement malsaine qui rend chaque scène fascinante. Eros et Thanatos, toujours un couple efficace. On les retrouve aussi dans L'Archange de la Décapitation, portrait de Saint Just s'inspirant de sa légende noire, le décrivant comme un monstre décadent et assoiffé de sang. Il est ici question d'une vengeance personnelle qui le conduit à commettre les pires atrocités avant de rejoindre la Révolution pour devenir l'incarnation de la terreur. Ça fait plus de 50 ans que la mode dure et celui qui l'a lancé, vous le connaissez, le vrai modèle de l'étoile de la Seine dont je parlais plus tôt, la Rose de Versailles. Élevée en officier, elle devient garde du corps de Marie-Antoinette et traverse ainsi la période avec bien sûr beaucoup de romances. C'est normal, c'est un classique des shoujo, environ 3 millions de ventes. Alors c'est plus Son destin est tragique, ce qui n'a pas empêché l'autrice d'en faire une suite beaucoup moins connue, héroïque, la gloire de Napoléon, suivant cette fois-ci le destin de l'empereur, toujours sur un fond de romance. Et j'ai sa version what the fuck. Napoléon, l'âge du lion. Ses généraux sont des canons humains, ça arrête les balles avec des gants, ils ont plus de 50 angaris avec leurs lunettes de soleil. Regardez Saint-Just, c'est Van Helsing. Lady Oscar est ainsi le point de départ de la francophilie dans les mangas, fondant tout un sous-genre centré sur la romance gnangnan, comme ici avec Isabelle à Paris, garçon manqué, espionne combattante au cœur d'un triangle amoureux. Tout ça parce qu'après tout, la France, c'est le pays de l'amour. Et si une designeuse d'intérieur rencontrait un millionnaire? Et si une jeune officière rencontrait un bel inspecteur dans le Paris du 19e? Une grande partie des mangas se passant en France sont des romances. On en a déjà vu plusieurs et il en reste, comme Colette, Mémoire d'une maison close. Signée par Muyoko Hano, l'autrice derrière Chocolat et Vanilla, on y suit le destin difficile d'une jeune femme de la belle époque au service de ses clients, qui tient grâce à un amour toxique. Très réaliste et donc très dur à encaisser, on déconseille vivement sa lecture aux plus jeunes. Et t'oublies le plus important, les yaoi. Il y en a
tellement sur des aristocrates et souvent en font la révolution. C'est pas récent, il y en a un peu qui sont limites, genre lui, 17 volumes sortis de 76 à 84 sur la romance de 2 enfants dans un pensionnat. Et il y a des scènes avec adultes. Ah oui, enfin, le poème du vent et des arbres, c'est pas n'importe quel boys love, c'est un des pionniers du genre. Et surtout, ça parle d'homophobie, de racisme, de relations non consenties, d'agressions sur mineurs et de plein d'autres sujets durs, tabous dans la société de l'époque. Car, comme la Rose de Versailles, il est né au sein d'un mouvement qui voit en la France le pays de la liberté. Voici Claude, fils d'aristocrate français, né femme, qui subit sa condition au début du XXe siècle. Ses romances sont des tragédies, le conduisant au désespoir. C'est l'un des tout premiers mangas à traiter le sujet en 78, signé par Ryoko Ikeda, la maman de la Rose de Versailles. Plus de 30 mangas à son actif, alors pourquoi est-ce qu'on ne retient d'elle que Oscar? Début 70, la francophilie japonaise n'est pas une nouveauté. Depuis le 19e siècle, des auteurs se passionnent pour notre pays, et la police nippone est ainsi inspirée de la nôtre. Sauf que dans les mangas, c'est encore rare. Ikeda se passionne pour la Révolution après avoir lu la biographie de Marie-Antoinette. Elle imagine alors une grande fresque historique mêlant intrigue politique, combat survolté et romance. Carton immédiat, la mode démarre. Alors oui, elle démarre, mais elle ne s'est jamais essoufflée depuis. À l'image du Chevalier d'Éon, mêlant action, enquête et fantastique, des 10 000 biographies de Marie-Antoinette qu'on ne vous a pas citées, ou d'autres qui reprennent l'esthétique française, mais sans la France, comme Utena, la fillette révolutionnaire. Bien souvent, on ne retient que ça, la popularisation de la francophilie, l'esthétique versaillaise et parfois le travestissement, en oubliant que derrière il y a une œuvre politique. Oscar est une femme puissante, capitaine de la garde, menant ses hommes au combat. Elle fustige la noblesse décadente, les parasites qui s'engraissent sur le dos du peuple. Elle subit des agressions masculines envers elle et se relève toujours droite jusqu'à la fin en refusant de tirer sur la foule révolutionnaire. En somme, elle casse les codes de la féminité. Et au-delà des thématiques, au-delà de la francophonie, la Rose de Versailles a eu une influence gigantesque pour sa technique. Par exemple en participant à révolutionner la découpe des cases. Et pas que dans le shoujo, sans elle vous auriez pas eu Berserk par exemple. Enfin, sans elle et tout son groupe, l'an 24. Des autrices parmi les plus influentes des années 70, rassemblées pour un combat commun, briser les codes du manga. Technique, narration et thématique. Fini d'avoir peur d'aborder les différentes sexualités, les problèmes liés à la féminité ou simplement la société japonaise dysfonctionnelle. Elles sont plusieurs à avoir écrit sur la France, comme le couple de la Chambre Blanche donnant naissance dans une école catholique au premier Yuri. Ou alors J'aime le ciel, première œuvre de la mangaka du poème du vent et des arbres sur une romance d'artiste à Montmartre qui participe à codifier le bishonen, c'est les beaux gosses un peu androgynes, genre Alucard dans Symphony of the Night par exemple, et rien que pour ça, bah merci. Il y aurait encore beaucoup à dire, assez pour faire de longues vidéos consacrées à leur innovation et leurs œuvres cultes méconnues dans cette France qui les a tant inspirés pour libérer les mœurs de leur pays. Comme quoi, notre ego n'est peut-être pas si mal placé. Mais encore faut-il se rappeler pourquoi nous sommes si grands dans les imaginaires. C'est là qu'il est important de se rappeler qu'on est le peuple des droits de l'homme, de l'ouverture, du progrès, de l'émancipation. On est connus comme ceux qui luttent contre les tyrans, qui défendent les opprimés, ceux qui crient partout un seul nom, la liberté. La question c'est donc comment se rendre digne de cette image. Merci à CyberGhost VPN de nous soutenir. Changez votre géolocalisation et élargissez vos catalogues de streaming en passant par le lien dans la description.